Bonjour madame. Vous êtes député national, Mhm. premier vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, professeur de droit constitutionnel et des régimes politiques comparés et d'analyse stratégique, c'est ça? Oui. Ok. Quelles sont les difficultés juridiques que vous rencontrez dans la relation Afrique et Europe? La première difficulté est dans l'articulation des accords de coopération. Ok. Il y a plusieurs niveaux et le niveau Union africaine, Nations unies et les États, le niveau Union européenne, Union africaine et le niveau États de l'Union européenne avec les États africains au niveau bilatéral. Alors, ces trois niveaux s'enchevêtrent parfois donnent une ambiguïté. Ça, c'est la première difficulté, savoir quel est le cadre juridique réel de coopération, la base légale. La deuxième difficulté, c'est là qui est la beaucoup plus grande, c'est l'articulation des mécanismes. Que ce soit la facilité africaine pour la paix, que ce soit la facilité européenne pour la paix ou que ce soit des mécanismes bilatéraux comme celui préparé par l'Agence française de développement dans le cadre de la consolidation de paix, euh, il apparaît que ces outils sont plus ou moins inadaptés parce que nous avons un problème militaire, mais vous allez voir que ces facilités ne connaissent pas l'opportunité d'accéder aux équipements militaires, l'opportunité de la de fourniture des munitions, l'opportunité des moyens de transport de combat. Finalement, on arrive à une forme de sous-traitance, c'est-à-dire l'Europe donne des moyens, il y a énormément de moyens, 2 milliards et demi, même si on remarque, par exemple, que ce qui est donné dans le cas de l'Ukraine, ça arrive à des 43 milliards et autres. Donc, ce qui démontre qu'au départ, il n'y a pas un dialogue entre les États africains, mais surtout nous, les représentants des États africains, le peuple, pour dire exactement quels sont nos besoins pour qu'il y ait adaptation. Donc, c'est cette inadaptation, cette réappropriation contrastée qui nous pose problème. Merci. Pensez-vous que les accords signés avec l'Europe sont en leur faveur? Euh, dans les relations internationales, ce sont, n'est-ce pas, les intérêts. Les Européens, si on prend le cas de la France, on a dit la France a 250 000 hommes et pratiquement 120 000 hommes sont déployés à l'extérieur. Et un soldat français déployé, ça coûte 100 000 dollars, 100 000 euros par an. Donc c'est un coût énorme et ce sont des frais supplémentaires par rapport à la loi de programmation. Et il faut monter les capitaux, donc ça a l'air coût. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Par exemple, le cas de la France peut s'affirmer comme une puissance mondiale. Et à ce niveau-là, en tant que membre du Conseil de sécurité, il faut justifier sa présence dans les continents africains, dans la Corne de l'Afrique, ou autres. Donc, c'est ça le gain. Parce qu'au niveau des États, le gain ne sont pas simplement matériels, les gains sont aussi invisibles en termes stratégiques. Maintenant, il partit à nous, Africains, qui sommes en situation de déshérence et de violence, de savoir qu'est-ce que nous devons gagner et imposer ou faire écouter notre voix pour qu'il y ait une relation équilibrée, une relation d'égal à égal, ce qui n'est pas très souvent le cas. Ok. Que pensez-vous de la situation sécuritaire en Afrique, précisément la guerre à l'est de la RDC? Mais la situation sécuritaire en Afrique est préoccupante. Si on voit la montée du djihadisme de l'Afrique du Nord, quand vous voyez la situation en Libye, le rapport, les menaces sécuritaires intégristes, terroristes au nord, vous prenez le Sahel qui est devenu l'épicentre de conflit, la région du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, ou vous prenez encore l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, vous descendez, vous arrivez au niveau de Cabo Delgado en Mozambique, partout il y a des conflits et partout il y a des violences. Donc la question de sécurité est une question centrale en Afrique et qu'il faut une réponse claire. Et sinon,
Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il y a la pauvreté. Et la pauvreté vient encore renforcer ces cercles vicieux. Donc, il faut maintenant réfléchir comment sortir du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Le président de la République de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, ne cesse de dénoncer l'agression du Rwanda dans toutes les conférences et sommets ainsi que dans des grandes réunions mondiales. Mais nous avons l'impression que la communauté européenne ne semble pas fournir un effort pour construire la paix. Quelle est votre réaction par rapport à tout cela? C'est vrai, les conflits de l'Est du Congo, c'est un des conflits oubliés. Il y a comme une lassitude stratégique, une insignifiance stratégique sur cette question, et il nous appartient. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est le changement des discours et des postures, et la RDC est en train maintenant de faire dire ce qu'il devait, parler en termes clairs, et le paradigme est un élément important, parce qu'avant on avait comme honte de le dire, mais maintenant on sait que l'M23 c'est le Rwanda, et c'est très important. Mais cette prise de conscience doit être suivie par une série de mesures et des actions d'abord internes, mais aussi régionales. Nous félicitons l'initiative East African Community, mais ça ne doit pas encore devenir une force d'interposition. Il faut qu'on avance réellement pour qu'on trouve des solutions claires et efficaces à la situation de l'Est. Sinon, ça ne sert à rien de faire des discours, des colloques qui n'aboutissent absolument à rien. La sécurité, c'est une notion physique. Ce n'est pas une notion conceptuelle ou autre normative. Vous êtes membre de la Commission Défense et Sécurité du Parlement congolais et actuellement, c'est la 6e conférence qui a lieu. Que peut-on retenir de la réalisation consécutive aux résolutions prises lors de précédentes conférences? Mais nous sommes des organes législatifs, des parlements, donc après notre travail, nous faisons un effort pour que les inputs aillent au niveau de nos exécutifs. Nous voulons améliorer cette diplomatie parlementaire, la devenir plus agissante, parce que parfois les exécutifs n'ont pas la même perception de crise que nous, les législatifs, qui sommes en principe beaucoup plus proches du peuple. Voilà ce que nous pouvons faire. Donc nous débattons de vraies questions, les questions de la population, et nous intervenons indirectement sur la vie des États à travers les exécutifs. Gardez-vous le ferme espoir que la crise actuelle depuis lors de par aussi aura un développement heureux et l'économie mondiale pourra reprendre son cours? Tout le monde peut connaître lorsqu'une guerre commence, mais personne ne peut savoir lorsque la guerre va se terminer et surtout les conséquences de cette guerre. Vous savez, c'est une des grandes puissances nucléaires qui est engagée, donc nous espérons que finalement on trouvera une solution dans le respect des règles du droit international et de la souveraineté de l'Ukraine. Au regard de l'histoire des relations Afrique-Europe, pensez-vous que cette fois, ce partenariat sera gagnant-gagnant? Ici déjà, on sait que les Congolais en particulier et les Africains en général vivent sous le paternalisme en outrance des États européens que nos présidents ne font pas le poids face aux Européens. Je crois que la puissance d'un État ou la puissance d'un continent n'est pas un élément purement matériel. Il s'agit d'abord de la puissance morale. Et c'est comme j'ai demandé que les Africains développent ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, notre conscience, notre histoire, notre identité, de nos besoins, de nos capacités et de nos objectifs. Je crois qu'on a suffisamment parlé de ça, de la vision de l'agenda 2063, on a parlé de l'architecture de sécurité des pays en Afrique, on a parlé des festivals africains d'attente. Tous ces cheminements-là existent. On a créé les conseils de paix de l'Afrique. Il faut maintenant aller au-delà, il faut arriver, n'est-ce pas, à concrétiser tous ces besoins, toutes ces déclarations en réalité. Pour finir, dans quelle mesure pensez-vous que les résolutions que vous comptez seront respectées? Mais nous ne sommes pas un organe de décision, hein. Nous sommes une plateforme de concertation parlementaire. Nos résolutions sont d'abord déterminées à nous
nous-mêmes, membres de la commission de défense, c'est le rôle de chaque commission de défense d'être un organe de contrôle, d'être un organe d'appui technique. Et c'est dans ce titre-là, donc il ne faut pas s'attendre à ce que nous ne sommes pas des ministres de la Défense. Nous sommes des parlementaires de commission regroupés pour réfléchir sur les questions d'Afrique. Donc l'élément important dans le déclenchement de décision, c'est la conscience. Et à partir du moment où nous sommes tous conscients, nous avons la même lecture de choses, c'est déjà important. Avez-vous un message particulier à lancer aux États qui ne sont pas encore membres du FEPAM? C'est l'objectif de la présidence congolaise. Nous allons avancer fortement dans la perspective de